On va commencer par faire connaissance, parce que finalement, Thomas, c'est une personne qu'on connaît beaucoup, mais qu'on connaît peu. J'ai fait quelques petites recherches. Tu es né le 10 juillet 1989. 89. 899, je pensais que tu allais me le dire. Tu as 33 ans. Tu n'es pas le représentant d'une dynastie, d'une grande famille suisse. On a reçu Franco Knie l'année passée ici. Tu es un vrai self-made man, je crois, mais surtout un personnage assez intriguant. On s'est un peu parlé. Euh, Peux-tu nous faire, et je crois que je te remercie d'avoir amené une photo de famille, on va commencer par celle-ci, nous faire un bref tour d'horizon de tes origines. Je crois que tu as un père qui est d'origine roumaine. Tu nous parles un peu de ta mère, peut-être tes frères et sœurs. Ouais, alors Mère décédée il y a quelque temps, je m'excuse. ouais. Mon père est né à Bucarest en 60. La famille a fui peu après pour venir d'abord à Paris, après en Suisse. Ma mère est fribourgeoise, de parents qui avaient le même nom de famille avant de se marier, parce que là-bas c'est comme ça. Et, euh, et nous on est trois. Donc là C'est la suivante. ouais, là c'est mon frère et moi et ma sœur. Donc je suis au milieu, un grand frère, une petite sœur. Ouais. On a grandi à Lausanne. Ça c'est une photo qui a été prise à Londres. Mon père qui est médecin est allé 2 ans à Londres faire de la recherche et du coup on était à l'école publique londonienne où on devait porter ce magnifique uniforme. Voilà, une enfance lausannoise à part cette parenthèse londonienne. Tu as un parcours marié Non. on the market. Tu as un parcours relativement atypique. Tu as fait HEC Lausanne. Tu as travaillé dans une société qui a fait des essais cliniques. Tu peux nous montrer un tout petit peu toute l'évolution depuis tes études jusqu'à aujourd'hui et un petit peu qu'on Ouais. comprenne comment tu es tombé dans la soupe. Oui, mais il n'y a pas vraiment de formation d'humoriste et je pense que c'est bien qu'il n'y en ait pas parce que comme ça on n'est pas formaté. Mais du coup, moi j'étais en économie au gymnase et j'ai enchaîné avec une année sabbatique parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ça n'a pas suffi pour savoir ce que je voulais faire. Du coup, j'ai fait HEC. Euh, un peu par défaut, parce que j'avais pas envie de choisir tout de suite, puis on disait toujours que c'était celle qui ouvrait le plus de portes. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'aucune des portes que ça ouvrait, j'avais envie de les franchir. Et ensuite, j'ai fait un échange aux États-Unis ma dernière année euh, de bachelor. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à écrire et à vouloir essayer de faire des blagues. Et en parallèle, je travaillais ici à Genève pour une entreprise. Je faisais un peu la compta et de l'admin pour une entreprise qui faisait des essais cliniques. Et je suis parti juste avant que ça fasse faillite. Donc j'ai eu le nez creux. C'était pas ma faute, pas que ma faute. Et assez vite, j'ai commencé à essayer de vivre de l'humour, même avant que je vive de l'humour. Donc au début, c'était plus un pari, puis après, ça a suivi. C'est pas du rap avant Alors, on peut parler de mes hobbies, mais j'ai jamais gagné d'argent avec le rap, en tout cas. Et je pense que c'est pour une très bonne raison. J'étais très mauvais. On a... on n'a pas vu de vidéo en tout cas. Non, bah, je les ai cachés. Donc l'arrivée dans l'humour, ça se pratiquait comment? Il y a eu une histoire à l'université de Lausanne, je crois. Ouais, alors, j'ai commencé par travailler pour Vigous, qui est un journal satirique, et j'ai commencé à essayer d'écrire pour eux, mais ils prenaient pas mes articles. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des blagues pour la scène, à faire des scènes ouvertes, des premières parties. Et ensuite, il y a eu un concours qui a été organisé par Fréquence Banane, qui est la radio étudiante universitaire, qui est partagé entre l'Université de Lausanne, les PFL et l'Université de Genève. C'est un des rares trucs où on arrive à s'entendre entre les Genevois et les Lausannois. Et dans le cadre de ce concours, j'ai rencontré différents humoristes, différents acteurs du monde du spectacle. Et puis c'était un peu ça le premier pied à l'étrier. J'étais notamment avec Johan Provenzano, qui présente Cash aujourd'hui, que vous avez peut-être vu à la télévision. Et donc ça, c'est en 2011-2012, ce concours. Donc la première vidéo de la compilation qu'on a vue, c'était la finale de ce concours, où malgré la faiblesse de mes blagues, j'ai réussi à remporter le concours. Les autres étaient encore moins bons. Donc Et Nathanaël Rocha aussi. Nathanaël était dans le jury, donc lui était déjà un peu Tu m'as plus envoyé cette établi. photo, je pensais que vous pouvez quand même là. Alors cette photo, c'est Nathanaël et moi dans un festival où on était, je pense, à 20 minutes de montée sur scène et extrêmement près. Euh,
Donc oui, Nathanaël qui était dans le jury, je me suis bien entendu avec lui. Et lui, à l'époque, il avait une rubrique hebdomadaire sur la RTS dans une émission qui s'appelle C'est ma jungle, qui est, je pense, un des plus gros flops de l'histoire de la RTS. Et dans sa rubrique, il avait besoin de blagues d'actualité. Il m'a demandé si j'étais d'accord de lui écrire des blagues d'actualité pour compléter celles qu'il écrivait lui. Et il me payait 100 francs la blague qu'il prenait. Et, La blague. 100 francs la blague, ouais. Et du coup, chaque semaine, je lui envoyais quelques blagues en espérant qu'il en prenne plus qu'une. Et c'était pas souvent le cas, mais quand il en prenait une, j'étais content. Et on a commencé à travailler ensemble. Et ensuite, il m'a présenté Pierre Naftul, qui était son agent et qui est devenu le mien. Et à partir de là, je pense qu'on peut dire que j'étais humoriste professionnel. Tu, entre-temps aussi, as récupéré des contrats de Yann Lambiel. Il y a un soir où, grâce à Yann Lambiel, qui avait booké 2 spectacles le même soir et qui avait besoin d'être remplacé pour un des spectacles, où Naftul m'a appelé, il m'a demandé si je me sentais de faire 8 minutes, je crois que c'était, dans un gala présenté par Marie-Thérèse. Et j'ai fait, et ça s'est bien passé. À partir de là, il m'a proposé de plus en plus de travail, et il s'est occupé un peu des premières années de ma carrière. Donc ouais, quand je croise Lambiel, je le remercie de ne pas savoir gérer un agenda. Ça m'a aidé. Alors, ta carrière, merci de nous avoir envoyé ces photos, Ah ouais. quelques-unes des affiches. Si tu aimerais commenter avant qu'on parle peut-être. Alors ouais, celle-ci, bon, les premières, c'est moi qui les ai faites, ce qui explique un peu une qualité graphique un peu douteuse. Tout à gauche, c'était des premières blagues que j'ai écrites où vraiment j'ai invité des proches, ma famille, c'était gratuit. C'était dans une salle à Lausanne après un autre spectacle où on m'avait laissé venir sur scène, ils avaient laissé les lumières allumées. Et donc ça, c'est octobre 2011. Ensuite, tout en haut à gauche, c'était un peu l'affiche qui m'a accompagné les premières années, un spectacle qui n'avait pas vraiment de titre, pas vraiment de structure, juste des blagues qui changeaient de contenu. J'ai mis dans l'ordre en fonction de l'évolution de ton visage, hein, je ne savais pas. Hein. Alors, c'est pas tout à fait juste, mais je peux pas t'en vouloir parce que mon visage bouge pas beaucoup. La toute dernière, c'est celle en haut, au milieu. Ça, c'est le spectacle dont la tournée s'est achevée cette année. Ensuite, on a effectivement fait une tournée avec Nathanaël, où on a écumé un peu la Suisse romande. Et puis, toutes les autres, je crois que c'est à peu près le même spectacle, mais on faisait la technique où on changeait l'affiche pour faire croire que c'était un nouveau spectacle et que les gens reviennent. Ouais. Donc ça, il y a à peu près 10 ans. Le déclic, alors c'est toi qui jugeras cet élément, pour ta carrière, c'était le Jamel Comedy Club en 2015. Je crois que dans le monde des humoristes, j'ai cru comprendre que c'était la scène de la francophonie. Tu peux nous parler un peu de cette expérience, comment tu t'es fait inviter, comment ça s'est passé? On a vu un petit extrait hein, juste avant. Hein. Oui, c'est là où tu joues l'informaticien, je crois. Exactement, je crois que c'est le deuxième extrait. Alors, je dirais que ça a perdu peut-être un peu ce statut-là, mais à l'époque, c'était encore une marque qui parlait beaucoup aux gens dans le monde du stand-up. Et surtout, il y a ce phénomène en Suisse qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'on attend que les artistes s'exportent et réussissent à l'étranger pour les accepter en Suisse. Donc c'est vrai que j'étais déjà dans les médias suisses et que j'avais déjà une petite carrière en Suisse, mais le fait que je fasse une scène en France a fait que mes perspectives en Suisse ont nettement augmenté, alors qu'en France, ils s'en foutaient pas mal de ce que je faisais, mais juste le fait que tout à coup, je sois à la télé française pour 5 minutes, c'était « Ah, mais si les Français rigolent, c'est qu'il doit être bon ». Donc ça m'a vraiment donné un bon coup de boost en Suisse. Ton style, il vient d'où? C'est quand même un style un peu percutant, assez direct. Tu arrives un peu à analyser. Alors, je ne te fais pas une analyse psychologique ce soir. Ouais, Mais... je sais pas. Non, moi j'ai toujours, je pense, parlé de cette manière. J'ai jamais été très client de l'humour de forme, qui était peut-être plus populaire à l'époque de mes parents, où on faisait des jeux de mots, des calembours. Moi, s'il n'y avait pas de fond, ça me faisait moins rire. Et du coup, je pense que c'est ça. J'ai juste écrit des blagues qui me faisaient rire. Et j'ai eu de la chance parce que ça faisait pas rire que moi. Mais il n'y a pas eu de recherche volontaire de je vais être tel style d'humour. Je crois que vraiment, on ne choisit pas son humour et son sens de l'humour. Et il faut juste espérer qu'on n'ait pas un sens de l'humour si farfelu que personne ne le partage. Donc, dans l'extrait, tu nous as un peu brièvement parlé. On t'a vu au Québec, on t'a vu en Afrique du Sud,
avec un anglais excellent, presque avec un accent de Johannesburg. En Belgique, tu as même été dans le Valais, je crois qu'il faut s'exporter. C'est le passage obligé pour une carrière, tout ça, toute cette tournée où Mon bilan carbone n'est pas très bon, ça c'est sûr. bon, tu passes tes journées en train, je crois plus souvent. Ouais, alors Johannesburg en train, ça j'ai pas fait. Mais sinon, oui, au maximum dans le train, ce qui est plus facile en Suisse qu'en France. Mais non, c'est pas obligatoire. On peut tout à fait faire carrière dans l'humour en Suisse et on a une belle vivacité ici qui fait qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont eu du succès en Suisse sans avoir besoin de s'exporter. Simplement, on m'a donné des opportunités et puis je trouve assez stimulant le fait d'aller à l'étranger, à des endroits où les gens me connaissent absolument pas et de devoir convaincre en quelques minutes et de devoir écrire des choses spécifiques parce que mes blagues sur la Suisse, tu te doutes bien qu'en Afrique du Sud, au Québec, ils en ont un peu rien à faire. Et du coup, c'est l'exercice qui me stimule et puis c'est aussi quand même un métier où on est assez solitaire, où on bosse dans notre coin, on écrit dans notre coin, on est seul sur scène. Et donc ces opportunités où on peut rencontrer d'autres humoristes, confronter un peu d'autres scènes sont précieuses. Moi, j'adore aller au Québec, côtoyer les humoristes québécois. Je trouve que c'est un truc qui est rafraîchissant. Et de voyager, ça nourrit un peu son œuvre aussi après. Le stand-up, ça vient des États-Unis. En Suisse, ça s'est un peu développé avec Yann Lambiel, avec Madame... Comment elle s'appelle? Excusez-moi, Madame Porchet. Alors, je ne sais pas si Yann Lambiel et Marie-Thérèse disent qu'ils font du stand-up. Non, je pense que le premier à faire du stand-up en Suisse romande, c'était vraiment Nathanaël Rochat. C'est quoi la définition, qu'on comprenne bien? La définition, déjà, le quatrième mur qui implique qu'on ne s'adresse pas au public est pour moi la distinction la plus claire entre le théâtre, le seul en scène, et le stand-up. Le stand-up, il n'y a pas de mise en scène, de fioriture, il n'y a pas de sketch, début de sketch, fin de sketch, de personnage. Normalement, pas d'accessoires, pas de costume, ce qui élimine Marie-Thérèse quand même. C'est pas une vraie femme, Christophe, je ne sais pas si tu sais. Et du coup, c'est vraiment au niveau de la forme, le truc le plus basique qui soit, et on repose tout sur le texte. Je dirais que c'est ça la définition la plus simple du stand-up. Tu travailles sur tous les fronts, je vois aujourd'hui. C'est pas tous les jours facile, ouais. Tu fais des interventions pour les entreprises, tu fais des chroniques régulières sur différentes chaînes en Suisse, en France. Tu as tes spectacles, on l'a vu, c'est quand même une palette assez large. Et cette chronique, c'est combien d'heures de travail? Comment ça fonctionne tout ça? C'est la géométrie assez variable, hein, parce que parfois ça va vite, parfois on passe 5 jours à chercher le sujet et on s'arrache les cheveux. Je t'expliquerai. Non, mais je pense c'est difficile à quantifier en heures parce qu'il y a vraiment un travail de veille médiatique déjà, d'être toujours un peu à l'affût de ce qui pourrait être un bon sujet. Une fois qu'on a le sujet, lire le maximum d'articles, là en l'occurrence regarder une conférence de presse du Conseil fédéral. Et puis ensuite, moi je commence par les blagues en général et après j'essaie de faire un fil rouge, une structure. Et en général, je la termine une demi-heure avant l'émission. En fait, une demi-heure. Pour moi, c'est pas terminé parce qu'il n'y a plus rien à faire, c'est terminé parce que c'est l'heure. Et puis au niveau politique, tu suis uniquement la politique fédérale, cantonale, ou tu t'inspires juste des médias? Oui, alors en général, avec ces médias-là, j'ai un peu... c'est rare qu'un événement m'échappe. Si aucun de ces 8 journaux n'en a parlé, c'est que c'est quand même relativement niche, quoi. Donc, je peux faire une chronique sur la crise du camembert au Burkina, mais je suis pas sûr que le public suive beaucoup. Donc en général, c'est aussi ça. Je vois le nombre d'articles sur un sujet, ce qui permet de se dire ça, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Et puis s'il y a qu'un seul article, je me dis ça, si j'en parle, il faut vraiment contextualiser parce que c'est passé sous la surface, quoi. Ton rythme de travail aujourd'hui, entre spectacles, tu as des pauses, je veux dire, est-ce que tu fais soirée privée 2 par semaine? Comment ça se passe? Un spectacle, une chronique? C'est très bien ordonné ou c'est... Là, tu me donnes beaucoup trop de crédit à penser que c'est organisé. Non, c'est... cette semaine, j'en ai 5 quand même. Et aujourd'hui, j'ai rien foutu quand même. Donc c'est pas...
C'est pas un job où tu peux mettre un réveil, aller au bureau et puis bosser le même nombre d'heures tous les jours et puis être rentré chez toi en disant j'ai fait 8 heures. C'est bien, il y a des jours ça va, des jours ça va pas, des jours il y a rien qui sort, des jours tu as plein d'idées mais t'as pas le temps et puis tu essaies de les noter pour pas les oublier. Donc c'est un peu, il faut être, je crois, tolérant avec soi-même, il faut essayer de pas se détester quand on a mal bossé. Moi j'ai tendance un peu à trop remettre les choses jusqu'à la dernière minute et à trop compter sur l'adrénaline de l'échéance qui approche. Mais non, c'est à géométrie assez variable. L'été est calme. Les événements s'arrêtent plus ou moins fin juin et reprennent en septembre. Donc en général, l'été, on essaie d'écrire les choses un peu plus au long cours, des nouveaux spectacles, des choses comme ça. Et puis sinon, ouais, les soirées privées, c'est l'automne, un peu la période chaude, toutes les soirées de fin d'année, les repas de soutien, les trucs comme ça. Et on organise les choses en fonction, mais vraiment, des fois, c'est juste regarder dans l'agenda et dire, bah là, je vais pas en rajouter une, mais j'en ai déjà 3 juste après, 2 juste avant, et puis il faut quand même que j'ai le temps d'écrire, et puis pas que je fasse une overdose non plus. Donc c'est un équilibre assez fin entre soirée d'entreprise, spectacle, festival, comédie club, chronique, pour avoir l'impression que je fais pas tout le temps la même chose et pas que je me lasse. Ça, c'est un peu une règle que je me fixe, c'est de souvent switcher pour que tout reste assez neuf, quoi. Et tu es invité dans ces comédie clubs à travers le monde ou comment ça se passe? Tu te proposes? Non, alors moi je fais peu de démarchage parce que je suis pas très bon dans l'autopromotion. Ce que je déteste le plus, c'est devoir faire du marketing pour vendre des billets. Des fois, j'ai des interviews où ils me disent pourquoi est-ce qu'il faut venir voir votre spectacle, puis moi je réponds bah j'ai jamais dit qu'il fallait venir. Mais enfin, donc non, moi j'ai pas. Je me dis si c'est bien, bah je compte sur le bouche à oreille, mais des fois il faut un peu forcer, ça j'aime pas. Et pour ma carrière, c'est un peu pareil. Je crée des contacts et des fois il y a des opportunités, mais c'est jamais, j'ai pas de portfolio que j'envoie, de trucs comme ça. Si les gens n'ont pas envie de m'engager, bah, ils ont sans doute de bonnes raisons et puis je veux pas leur faire changer d'avis. Si tu ressens faire rire, c'est quand même une pression permanente, non? Tu ressens cette pression ou t'es attendu quand même? Ouais, alors si je fais un truc et que les gens rigolent pas, j'ai quand même bien la sensation d'avoir emmerdé mon travail, ouais, mais non, mais c'est comme tous les jobs. Au début, ça paraît insurmontable, et puis quand on arrive à faire rire 2 fois, on est content, on a l'impression d'avoir fait un exploit, et puis au final, c'est un muscle, on apprend à écrire de façon un peu plus efficace, on apprend à moins foirer les vannes sur scène, moins bafouiller, être aussi plus clair. Et puis au final, normalement, on progresse d'année en année. Et puis le quota de beats diminue et même l'intensité du beat diminue. Je pense que mes cartons d'il y a 10 ans sont mes beats d'aujourd'hui. Donc ça, c'est assez rassurant de voir que c'est un métier quand même qui s'apprend, même s'il n'y a pas d'école, ça s'apprend sur le tas. Et puis qu'on n'est jamais totalement perdu, même si des fois il y a des choses qui se passent pas de la manière qu'on imaginait. Et puis il y a toujours des soirées où on est surpris, où on pensait que ça serait bien et c'est nul. Mais le degré d'incertitude diminue avec le temps et ça c'est plutôt rassurant. Ils ont confiance. J'aimerais juste un peu parler des réseaux sociaux avec toi. Tu fais partie de cette génération Y. Tu es né entre 1980 et 1995 avec le numérique. Tes premières blagues ou tes premiers sketchs, c'était à travers les réseaux sociaux. Je crois que tu as utilisé du rap, du slam sur Facebook, et ensuite tu t'es fait connaître au fur et à mesure. Alors les réseaux sociaux, tu les as beaucoup utilisés, mais c'est aussi à double tranchant. Comment tu gères ça? Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment sur différentes plateformes, c'est très fréquent. Alors moi je crée pas de contenu pour les réseaux sociaux, à part quand les salles étaient fermées pendant le Covid. Euh, c'est plutôt ma vitrine, c'est-à-dire que ce que je fais sur scène, je vais le mettre là pour que plus de gens le voient que ce qu'il y avait dans la salle. Et le but, c'est de faire venir les gens après dans les salles. Donc Ok. moi, je vois vraiment ça comme un amplificateur et comme un mégaphone. Et de temps en temps, je vais faire des montages, des petites images rigolotes. Mais pour moi, c'est plus de l'activité annexe. Et le but premier des réseaux sociaux pour moi est de faire connaître ce que je fais sur scène. Donc j'ai pas une activité qui est orientée là-dessus. Je prends que deux, trois questions au fur et à mesure déjà. Bravo pour ton œuvre, que je suis avec plaisir. Comment as-tu vécu la période de confinement, pandémie, les leçons que tu as apprises? Les leçons que j'ai apprises, c'est pas une bonne idée de faire un métier où il faut rassembler plein de gens au même endroit quand t'as pas le droit de le faire. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise.
Non, c'était difficile pour notre secteur, c'était très difficile. On a réalisé plein de choses en même temps. On a réalisé qu'effectivement, quand les salles sont fermées, on est un peu démunis. On a réalisé que la structure un peu protéiforme de la culture en Suisse fait que quand l'État doit nous aider, bah, ils n'ont aucune idée comment faire. Et du coup, bah, majoritairement, ils ne le font pas. Donc on a appris aussi qu'on devait un peu mieux se défendre politiquement pour ne pas être à chaque fois les oubliés. Et puis, ouais, je pense que les artistes, on a aussi appris que notre métier, c'est une chance. C'est moi qui peux parfois être blasé. J'ai appris à pas prendre pour acquis le fait que d'avoir des gens dans une salle, bah, c'est pas toujours possible. Et pendant ces années-là, c'était un gros manque, quoi. Donc je pense que c'était une grande période d'humilité et d'attente. Moi, j'ai vraiment vécu ça très longuement parce que on a quand même eu ce phénomène où au début, on a tous arrêté plus ou moins ce qu'on faisait normalement. Et après, je dirais 90% des métiers ont repris normalement. Et nous, on a continué d'attendre. Et ça, je pense que c'était la période la plus frustrante quand je voyais tous mes potes retourner à leur vie et que moi, j'étais toujours dans mon salon. C'était très long. Ouais. Il y a une certaine latence, effectivement. Les banques ont distribué passablement de crédit Covid, mais toi, tu as vu venir de l'argent ou mais comme indépendant, stand-up? Ouais, alors c'était assez délicat parce que donc nous, on a une SARL qui est une boîte de production avec des salariés qui sont à la fois des salariés administratifs du côté production et des salariés artistes du côté des humoristes qui eux sont payés à la tâche. Donc on a pu demander des RHT pour cela, mais pour commencer à remplir les formulaires de combien, c'est pas un salaire mensuel, c'est pas un taux horaire, donc c'était de la paperasse et de la paperasse. Et pour mon cas particulier, comme je suis dirigeant de cette entreprise, j'étais exclu de la plupart des aides parce qu'ils me disaient que je pouvais toucher des dividendes. Et j'essaie de leur expliquer que c'était pas Goldman Sachs ma boîte, quoi, et que je m'étais jamais versé un dividende de ma vie, mais bon, dès qu'on sort de la case, bah, plus personne écoute. Donc, les périodes où ils ont vraiment interdit aux salles d'ouvrir, là, on était pris en compte, mais dès qu'ils rouvraient les salles, mais avec des restrictions, 50 personnes, un siège sur 4, que les gens dont le prénom commence par X, tout ça qui était un peu compliqué, là, on n'était plus considéré comme interdit de travailler, donc on n'était plus aidé. Donc, il y a eu des moments où on recevait des aides, des moments où on n'en recevait pas, mais je pense que j'ai divisé par 3 mon revenu, un truc comme ça, pendant les 2 années Covid. Ouais. On vit comment comme humoriste en Suisse? Tu travailles seul, tu as une équipe, tu as un petit peu éludé un petit peu l'organisation, mais tu as un agent qui t'organise. Comment ça se passe juste je crois que tout le monde a besoin un petit peu de comprendre ce qui se passe, qu'on est mal. Alors, je pense qu'il y a autant d'organisations qu'il y a d'artistes en Suisse. On n'est pas une industrie de l'humour qui est ultra structurée, comme ça peut l'être dans d'autres pays avec des grosses productions. C'est beaucoup de petites structures. La nôtre, qui s'appelle Jokers Comedy, on est une dizaine, on est très humoristes, je crois, de ma génération principalement. Et là, il y a mon associé qui s'occupe de la négociation des contrats et relation avec le client. Et ensuite, on a des chargés de production, des assistants administratifs qui vont s'occuper de tout ce qui est fiches techniques, s'assurer que tout va fonctionner le jour même, faire des feuilles de route pour que l'artiste sache à quelle heure il prend son train, que s'il le rate, il y a quand même un deuxième train, parce qu'on est des artistes, et tout ça. Et ensuite, bah, le côté artistique, c'est en Suisse, il faut être assez débrouillé et assez indépendant. Dans des pays comme la France, il y a vraiment des prods où tu as des gens qui s'occupent d'absolument tous les petits détails. En Suisse, c'est un peu. Il faut prendre sa carrière en main. On gère tous nos réseaux sociaux tout seul. On écrit tous passablement tout seul. Et puis, on a de l'aide pour le côté logistique, mais le côté artistique, on est un peu des auto-entrepreneurs, ce qui me convient bien. Et je trouve que c'est une industrie qui est à taille humaine et qui est agréable à naviguer parce que du coup, on connaît tous bien nos carrières et il n'y a pas ce truc de jalousie parce qu'on sait tous que si on bosse bien, on aura notre place. Les grandes scènes de stand-up en Suisse, je sais que tu fais pas mal de tournées, bien sûr, en Suisse romande, mais il y a des grandes scènes spécifiques où il y a des scènes en devenir. Bah, il y a plein de petits comédie clubs et de petites soirées dans les bars. Il y en a ici à Genève, il y en a dans la plupart des villes romandes qui sont à la fois des viviers de talent pour ceux qui débutent, j'allais dire les jeunes, mais maintenant il y en a vraiment des gens de 40, 50 ans qui débutent aussi. Donc on commence par ça, on commence par se produire dans les bars et dans les soirées d'humour. Ensuite, une fois qu'on a un spectacle qui tient la route, on essaye de faire une tournée des salles qui peuvent être de tailles différentes. Il y a des toutes petites salles de 50 à 100 places
jusqu'aux plus grandes qui sont le Léman et Beaulieu, qui sont à 1500 à peu près. Et autour de ça, il y a les festivals d'humour. Les deux principaux, c'est Morge Sourire et le Montreux Comédie. Il y en a d'autres aussi. Donc, je dirais en Suisse, c'est structuré un peu autour de ces événements-là. Mais c'est un peu chaque artiste qui doit essayer de jauger quand est-ce qu'il est en tournée, quand est-ce qu'il disparaît médiatiquement, quand est-ce qu'il essaie de faire un retour pour faire parler de lui. Je crois que le but, c'est aussi pas de lasser les gens et de pas être tout le temps trop présent. Donc moi, j'essaie de temps en temps de me faire oublier pour pouvoir mieux revenir. Je ne poserai pas la question bateau, peut-on rire de tout, mais j'aurais aimé t'entendre sur la cancel culture. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cette culture de l'effacement ou la culture de l'annulation, la culture woke. On se souvient des accusations de racisme contre M. Chapat en juin, qui était traité d'islamophobe et raciste sur son fameux dessin et sa caricature sur la suppression du droit constitutionnel à l'avortement de la Cour suprême. C'était un gros scandale aux États-Unis. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tes blagues, préalablement, tu les checks un peu avec tes amis? Tu as un filtre? Non, C'est le cœur. je suis déjà pas d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Pas fait d'affirmation. Si, tu as parlé de cancel culture, de ce nouveau phénomène. Pour moi, ce n'est pas un nouveau phénomène. D'accord. C'est un nouveau nom pour quelque chose qui existe depuis toujours, qui est des gens qui n'aiment pas ton travail et qui le font savoir. Il n'y a pas eu de gros scandales sur Chapat. Chapat a très bien décortiqué ça, il en parle très très bien. C'est des micro-polémiques sur Internet qui donnent l'impression d'être énormes et il faut faire un peu le dos rond, il faut laisser les gens se déchaîner. Ils s'excitent sur leur clavier et puis souvent ça passe. Moi, j'ai été traité de tous les noms par tous les groupes possibles et imaginables. C'était plus souvent du côté droite de l'échiquier politique, parce que moi je me situe à gauche. C'était très rarement des militants LGBT, comme ça peut être le cas pour mes collègues. Mais oui, on peut arriver parfois de se retrouver dans une polémique, et puis il faut parfois s'expliquer. Je pense que c'est important, si on n'a pas été compris, de s'expliquer. Je pense que c'est pas tabou de s'excuser si on voit qu'on a heurté. Je pense qu'il ne faut pas oublier, comme l'a fait Chapat, rappeler qu'on fait des blagues et que les blagues, ce n'est pas une science exacte et que des fois on les réussit, des fois on les rate. Mais il ne faut pas non plus sanctifier la réaction des gens et se dire parce qu'il y a des gens qui ont mal réagi, ça veut dire qu'on essaie de m'annuler. Je connais aucun artiste qui a été annulé, donc ce terme de cancel culture. La plupart des artistes qui ont été dans des polémiques ont vu leur carrière plutôt grandir parce que ça fait parler d'eux. Je sais qu'en Suisse, on a beaucoup parlé de Madame Barbet. Elle l'a mal vécu personnellement, mais sa carrière n'a pas été annulée. Elle met en scène la Revue de Genève en ce moment, qui est le poste de culture humoristique le mieux subventionné de Suisse, je crois. Non, mais j'ai vraiment cette impression que des fois, c'est un peu facile de se mettre dans un narratif et dire les woke veulent m'annuler, alors qu'au final... non, il y a une blague qui a mal passé, on peut décortiquer pourquoi, on peut expliquer, on peut débattre, ce qui est toujours intéressant, mais je trouve que caricaturer, c'est un peu éviter de se remettre en question. Tu te vois toujours humoriste dans 10 ans et as-tu d'autres envies? Même une personne qui a parlé, est-ce que ta carrière va évoluer sur le cinéma? Ou c'est déjà fait peut-être? Oui, alors j'ai joué dans un film suisse. Il faut vraiment être très attentif, parce que je crois que je suis de dos en arrière-plan pendant 4 secondes. Mais c'était pendant le Covid, j'avais pas de travail. On m'a fait croire que j'avais des répliques et j'ai cru. Non, je sais pas jouer la comédie, malheureusement, j'ai pas ce talent-là. J'ai beaucoup de collègues qui peuvent s'orienter vers le cinéma, moi j'ai pas cette possibilité. Non, moi je pense que vous allez continuer de me voir faire ça jusqu'à que vous en ayez marre. Je pense que j'en aurai marre avant vous. Dans 10 ans, j'espère que je suis encore humoriste, j'espère qu'il y a encore des gens dans mes salles. C'est un métier où on vieillit assez mal, hein. C'est pas aussi abrupt que dans le sport professionnel où à 30 ans on est fini, heureusement, mais c'est difficile d'être dans l'air du temps à 50 ans. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui le sont plus, il y a peu d'exemples de gens qui le sont encore. Les Français, les Belges et les Suisses ont-ils un sens de l'humour différent? En d'autres mots, est-ce que vos mêmes blagues fonctionnent partout? Il faut changer son style d'humour par pays, culture, pour l'interrogation. Ben non, je crois que je l'ai dit en préambule, on ne peut pas changer son style d'humour et son humour. Donc je pense que c'est juste un truc de s'adapter en termes de références et d'éléments du spectacle. Mais non,
En Suisse, beaucoup de gens ont des sens de l'humour différents. Je pense que beaucoup de gens ne me trouvent pas drôle et heureusement assez me trouvent drôle. Et dans les autres pays, c'est pareil. Moi, je ne pense pas que la couleur de son passeport a un impact sur le sens de l'humour. Je dirais plutôt qu'il y a une différence peut-être entre les villes et les campagnes, entre les générations, entre les éducations, peut-être les religions. Enfin, mais la nationalité, c'est pas le critère principal. Mais je pense que si on prend les bonnes références, on trouve son public partout. J'aimerais te poser la question suivante avant tes spectacles, parce qu'on va passer aux questions-réponses. Avant de commencer tes spectacles, tu as une sorte de pratique, exercice de voix, diction. Non, j'articule pas. Donc, ce serait un peu hypocrite l'addiction. Un exercice de voix, pas vraiment, parce que j'ai pas tellement de. Enfin, je parle normalement pendant 1 heure, j'ai pas vraiment besoin de m'échauffer pour ça. En général, vraiment, le dernier truc que je fais avant de monter sur scène, c'est soit d'écrire une dernière blague qui vient de m'arriver, soit d'essayer de relire les blagues que je viens d'écrire parce que je sais que je vais en oublier la moitié et que ça va m'énerver. Mais comme je suis jamais prêt à temps, je suis toujours en train de travailler. C'est ça qui me met dans un espace de concentration. Je pense que j'ai pas besoin de m'isoler ou comme ça, j'ai juste besoin de continuer de faire ce que je faisais. Et puis une fois que je suis sur scène, Parce que tu apprends tout par cœur. Alors, j'apprends pas par cœur mot par mot, parce que sinon après je récite, puis on dirait un peu une poésie au Père Noël. Ça, c'est quand même difficile d'avoir le public avec ça. Non, j'apprends l'ordre des blagues, j'apprends parfois la formule pour dire correctement la chute, mais j'apprends pas le texte par cœur, non. Mais et puis des fois, j'ai un pense-bête, j'ai une table des matières posée au sol, comme ça quand je suis perdu, je regarde, genre j'ai fait ce thème, maintenant j'en suis là. Donc pour moi, c'est pas un exercice de mémoire. Tant que tu fais rire les gens, ils s'en foutent si tout à coup tu as guigné sur le sol. J'ai des techniques, mais non, mais les autres acteurs. Pardon. Les autres. Ouais, alors moi, on voit de tout dans l'humour. Il y a des gens qui font des tours de scène ou des tours de coulisses pendant des heures. Il y a des gens, faut pas leur parler. Il y a des gens qui écoutent leur spectacle pour se le remémorer. Il y en a effectivement qui s'échauffent la voix. T'en vois faire des échauffements physiques. Moi, je bouge pas sur scène, donc je vois pas pourquoi je me mettrais à transpirer avant. Mais il y a beaucoup de diversité et de gens qui font plein de choses très différentes pour être en forme sur scène. On en voit faire des pompes, faire des sauts, faire des trucs comme ça. Mais ça vous étonnera pas que je fasse pas partie de cette catégorie. Je vais vous proposer de faire un petit exercice. Je vais vous demander de vous lever. On va passer aux questions. Donc, si vous pouvez tous vous lever. Parce qu'on va vous passer à vous la parole maintenant. D'habitude, ça fait du bien, ça fait une petite pause là. Vous êtes assis depuis 50 minutes. Je vous laisse à réfléchir à vos questions et je vous laisse réciter après moi. Merci Thomas Wiesel. Merci Thomas Wiesel. T'as jamais eu ça, hein? C'est vraiment alcoolique anonyme, mais merci à vous. Je vous prie de vous rasseoir. Je vous remercie pour l'exercice physique. C'est votre tour. On a des micros à votre disposition. Y a-t-il déjà... Je n'ai pas soulevé toutes les questions, parce qu'il y avait pas mal de questions ont déjà été répondues, et je n'ai pas soulevé les questions d'ordre politique, vous me comprendrez. Y a-t-il des questions? Madame. Un micro, s'il vous plaît. Levez bien la main. Attendez, madame, juste le micro, comme ça tout le monde vous entend, vous en faites pas. Voilà, merci. Merci, madame. Vous perdez jamais le fil de vos blagues? Ou vous avez des blackouts ou quelque chose de ce alors, genre? Blackout complet, heureusement, pas souvent, ou plus depuis longtemps, mais le fil, oui, des fois. Ouais, des fois, dire la chute avant la prémisse, ou se tromper de mots, et puis réaliser que ce qu'on est en train de dire n'a aucun sens, ouais, ça arrive, mais je dirais, quand on rate une blague, ce qui va arriver très souvent, il ne faut pas montrer qu'on est décontenancé. Dès qu'on montre au public qu'on est perturbé, qu'on a perdu le fil, le public se met à avoir honte pour nous et à être mal à l'aise. Donc il faut, en général, moi je dis, je l'ai foiré celle-là. Et puis du coup, les gens disent, il nous semblait bien que c'était nul. Et tant qu'on garde le public avec soi, on réussit la suivante. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment juste montrer, c'est pas grave, quoi. Celle-ci, elle n'a pas marché, ou celle-ci, je l'ai mal faite. Et puis on continue, mais dès qu'on se met à se dire, j'espère qu'ils n'ont pas remarqué, et puis qu'on commence à stresser, à se fermer, là, on va perdre le public pour la suite. Un volontaire ici. Le micro, s'il vous plaît, juste pour... Voilà, il est juste là. Merci, monsieur. Merci. Vous parliez du 4e mur en parlant du public. Est-ce que vous pouvez en dire plus?
Oui, alors ouais, c'était peut-être un terme un peu de théâtreux. Le quatrième mur, c'est le mur entre vous et moi qu'elle a, c'est-à-dire que la plupart des pièces de théâtre, les protagonistes vont se parler entre eux et vous vous regardez, tandis que nous, on a vraiment ce truc où on n'ignore pas qu'il y a des gens dans la salle, on va vous adresser la parole directement. Si les gens disent quelque chose, on va pouvoir répondre. S'il y a un rire un peu ridicule, on va peut-être l'adresser. Donc c'est vraiment cet aspect de c'est pas un DVD, c'est pas un spectacle où les choses sont ancrées et inamovibles. C'est un truc qui est vivant où le public fait partie intégrante du spectacle et où on s'adresse directement. Donc il y a jamais un humoriste qui va tourner le dos au public ou qui va parler au mur. Donc c'est peut-être la différence avec les pièces de théâtre écrites ou même avec certains monologues où la personne sur scène pendant 1 heure va parler toute seule mais sans interaction. Vous pouvez nous dire 2 mots sur Naftul, qui nous a quittés, le rôle qu'il a joué pour vous et Oui, pour bien lui- et sûr. pour l'humour à Genève. Pierre Naftul, qui effectivement est décédé en début d'année des suites d'une longue maladie, il a été, on a parlé beaucoup de Marie-Thérèse Porchet, il a été la moitié de Marie-Thérèse Porchet. Joseph Gorgoni était l'interprète, Pierre Naftul était le co-créateur du personnage, le co-auteur des textes et le metteur en scène. Il a mis en scène des dizaines de revues au Casino Théâtre, celle où j'étais avec les danseuses topless, c'était pas mon anniversaire, c'était une revue de Pierre Naftul. Et il s'occupait aussi, ce qui était un peu une facette moins connue de son travail, de plusieurs humoristes, de Nathanaël Rochat, de Marina Rollman à ses débuts, de Laurent Désus, de moi-même. Et lui, c'est vraiment un pionnier des soirées d'entreprise et d'amener un humoriste dans une soirée d'entreprise et d'écrire des blagues spécifiques sur la soirée, de faire des réunions de préparation. Et ça, il l'a fait avec Joseph pour Marie-Thérèse pendant des années. Et moi, j'ai commencé dans ce circuit-là. C'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie, alors que personne ne me connaissait. Et lui, il a vraiment mis ça en place, à Genève surtout, et dans le reste de la Suisse romande aussi. Et je pense moi, je dis souvent qu'il m'a fait gagner, je pense, 5 ans de carrière au début, de le côtoyer rapidement. Il relisait aussi mes textes au début. Après, je le laissais plus parce qu'il rajoutait des blagues de cul. Mais non, il m'a beaucoup aidé, à la fois sur le plan effectivement de l'écriture, de comment le métier fonctionne, sur des conseils simplement de carrière. Il avait un principe qui, pour moi, est ultra important dans un métier où il y a quand même des gens qui cherchent à se faire beaucoup d'argent sans beaucoup de valeur. C'est qu'il n'a jamais eu de contrat avec ses artistes, ni avec moi. On savait que tant qu'on voulait travailler ensemble, on bosserait ensemble, et le jour où on ne voudrait plus, aucun contrat ne pouvait nous forcer à le faire. Donc notre accord était une poignée de main. Et ça m'a beaucoup rassuré, parce qu'avant ça, on m'avait montré plein de contrats, donc je ne connaissais pas les clauses, dont des trucs me paraissaient très flous. Et lui avait une manière très saine de travailler, et il mettait toujours le bien-être de l'artiste en premier, en sachant qu'un spectacle ne peut pas être bon si l'artiste n'est pas dans des bonnes conditions. Donc je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup, effectivement, pour l'humour en Suisse romande, et on est toute une génération d'humoristes à être un peu les enfants de Pierre Naftul. Une question ici, monsieur. Ça Il arrive. vous arrive. Est-ce que vous devez souvent vous auto-censurer? Est-ce que vous avez peur d'une partie du public? Non, j'ai pas peur d'une partie du public. J'ai peur de pas être drôle, et je pense que je me censure très souvent, et 90% du temps, c'est parce que c'est pas drôle. Non, c'est vraiment le critère qualitatif pour moi. Si cette blague n'est pas drôle, elle ne vaut pas la peine d'être dite. Si elle est drôle, bah, peu importe le sujet, j'y crois. Donc non, j'ai pas d'autocensure automatique sur certains sujets. Je sais que certains sujets sensibles impliquent d'être plus drôle, parce que quand on n'est pas drôle sur un sujet sensible, on est choquant, tandis que quand on n'est pas drôle sur un sujet trivial, on n'est juste pas drôle. Donc le risque est un peu plus élevé. Il y a certains sujets où effectivement on se dit, bah là, on peut pas y aller à la va-vite, il faut faire un peu attention. Mais non, je pense pas qu'il y ait d'autocensure préalable. L'autocensure arrive parfois aussi en testant une blague, parce que ce qu'on fait beaucoup dans nos spectacles, c'est qu'on va le jouer dans des petites salles au début pour voir ce qui marche pas. Et quand ça marche pas, on l'enlève. Et ça arrive souvent, parce qu'on n'est pas
on n'est pas devin du premier coup. Et donc, c'est comme ça qu'on filtre un peu et qu'on améliore le spectacle. Je souhaitais sincèrement remercier Thomas Wiesel pour sa présence.